Bonsoir et bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. François Hollande est en Égypte ce lundi après une visite ce week-end au Liban. Une visite axée aujourd'hui sur la guerre contre l'organisation de l'État islamique, la crise des réfugiés. Mais il est également question au Caire de contrats, de gros contrats. Le Caire qui est devenu un partenaire économique incontournable pour Paris, qui lui a vendu, je vous le rappelle, 24 Rafales. Sur quels critères la France noue-t-elle aujourd'hui des alliances au Proche et au Moyen-Orient ? Que pèse la France sur la scène proche et moyenne-orientale? Notre voix compte-t-elle encore? Voilà les questions que nous allons poser ce soir à nos invités. À vous, Alain Richard, bonsoir. Vous êtes ancien ministre de la Défense. Avec nous, Jean-Paul Chagnolot, bonsoir. Directeur de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, et auteur de cet atlas, enfin oui, un atlas, la politique française au Moyen-Orient, et c'est aux éditions L'Harmattan. Avec nous, David Rigoulet-Rose, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, rédacteur en chef de la nouvelle revue Orient stratégique, c'est aux éditions L'Harmattan, dernier numéro, l'Arabie saoudite entre évolution et révolution. Et je montre tout de suite cet ouvrage, Le monde arabe, regard géopolitique. Avec nous, Antoine Basbous, bonsoir Antoine, directeur de l'Observatoire des pays arabes et auteur de Tsunami arabe, et c'est aux éditions Fayard. Avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter François Hollande. C'était ce dimanche au Caire. Nous devons lutter contre les causes et les conséquences de ce terrorisme. Ce qui suppose de la fermeté, mais ce qui suppose aussi, je l'ai rappelé ici au Caire, qu'il y ait un État et un État de droit. Et c'est le sens de ce que la France évoque quand elle parle des droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme ne sont pas une contrainte. Les droits de l'homme, c'est aussi une façon de lutter contre le terrorisme. Dès lors que la sécurité est assurée. Alain Richard, est-ce que c'est le maximum de ce qu'il pouvait dire François Hollande sur les droits de l'homme en Égypte? C'est le maximum de ce qu'il pouvait dire au micro, devant la presse internationale. Ça ne veut pas dire que la discussion n'ait pas été plus en profondeur dans le débat de chef d'État. Mais simplement, je pense aussi que le chef d'État égyptien avait des arguments. C'est-à-dire que les racines démocratiques et l'état de la société égyptienne ne permettent pas de faire la comparaison à plat avec la France. Et je rappelle que si le maréchal Sissi est en place, c'est parce que le régime précédent a été expulsé par le peuple égyptien. Après lui-même une série d'erreurs et de menaces sur la société égyptienne. Donc, il y a bien sûr des exigences de droits de l'homme, mais vous avez remarqué l'expression de François Hollande. Mais vous êtes d'accord quand même pour dire que l'Égypte est une dictature aujourd'hui? Il faut qu'il y ait un État. Une dictature militaire? Je finis. Il faut qu'il y ait un État pour qu'il y ait un État de droit. Donc, je vous rappelle que l'Égypte est un régime militaire depuis qu'elle existe. Depuis qu'elle est indépendante. Ça n'a jamais cessé. Il y a eu l'épisode des mouvements démocratiques, mais très minoritaires, au moment du printemps arabe. Ensuite, des élections qui portent au pouvoir un mouvement islamiste problématique, on va dire les choses simplement. Mais qui a été quand même choisi par le peuple égyptien. Et le peuple, ensuite, l'a viré. Vous vous rappelez, enfin, on est dans un lieu d'information, vous vous rappelez les dizaines de millions d'Égyptiens dans la rue pour faire partir Morsi. Je ne sais pas s'il y avait des dizaines quand même de millions. Vous l'avez dit d'ailleurs. Mais bon, vous n'employez pas quand même le terme de dictature. Vous justifiez finalement d'une certaine manière, c'est ce que font aussi les autorités françaises, qui justifient finalement leur présence en Égypte. Que vous ne préconisez pas qu'on fasse le boycott de l'Égypte. Non, enfin je ne sais pas, quoique, je ne sais pas, c'est pas moi qui fais la politique française, en tout cas ce que je sais, et il y a des chiffres. Dans vos critiques, il y a forcément un fond. Oui, mais ce que je sais, c'est qu'il y a 40 000 personnes aujourd'hui qui sont emprisonnées en Égypte, que ce soit des libéraux, que ce soit des frères musulmans, qu'au moment où les autorités égyptiennes et le pouvoir de Sissi a chassé les islamistes, il y a 1400 personnes qui ont été tuées en août 2013. Et qu'il y a quand même pays qui n'a pas de racines libérales. Jean-Paul Chagnolot, vous voulez réagir justement à ce que vient de dire Alain Richard? Je crois qu'il y a eu, pour la première fois en 2011-2012, des élections démocratiques disputées en Égypte. C'est incontestable, c'est la première fois. Et il se trouve que le peuple égyptien a choisi, contre
un représentant de l'ancien régime de Moubarak, il a choisi Morsi, qui était un islamiste. Ensuite, il y a eu des élections législatives où il y a eu également une victoire des différents partis, à la fois les frères musulmans, avec le PJD, et puis avec le parti Al-Nour, qui est les salafistes. Donc on a eu un vrai moment démocratique dans une Égypte qui n'en a guère connu, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ensuite, en 2013, il y a eu un coup d'État de l'armée. Un coup d'État de l'armée qui a écarté Morsi, qui l'a mis en prison. Et ensuite, il y a eu des massacres. Et par conséquent, nous sommes dans une dérive sécuritaire qui est beaucoup plus dure du temps de Moubarak. Du temps de Moubarak, il y a eu des hauts et des bas, mais on n'assiste pas à cette espèce de chasse aux sorcières tous azimuts. Et ça va très loin, parce que, par exemple, en matière de justice, c'est le président, c'est des textes égyptiens qui viennent de sortir, c'est le président qui va choisir devant quels tribunaux militaires d'exception ou civils vont être déférés tel ou tel égyptien. Et donc, on a donc un arbitraire assez institutionnalisé. Et puis, il faut quand même regarder les choses avec lucidité. Il y a un jeune chercheur italien là, qui a été torturé et qui a disparu. Je ne crois pas que ça soit ni une péripétie, ni un épiphénomène. Je crois que c'est quelque chose qui nous montre la situation telle qu'elle est. Donc François Hollande y va, c'est son rôle de chef de l'État, et dans des conditions très difficiles, parce que je crois qu'on est à des années-lumière d'un État de droit. Et ce que je crains, c'est que ça va alimenter des réactions très violentes, et donc quelque chose qui va être de l'ordre de la guerre civile. Souvenez-vous ce qui s'est passé en Algérie en 1991-92, où on n'en est pas là en Égypte pour plein de raisons. C'est deux pays complètement différents, bien entendu. Mais on a ce risque-là aussi. David Rigoulet-Rose, il aurait dû aller un peu plus loin, François Hollande, où finalement, dans le fond du fond, finalement, on traite, c'est pas le premier dictateur, Al-Sisi, avec lequel on traite avec beaucoup d'autres dictateurs. Et finalement, ce qui compte, c'est la réelle politique, c'est l'intérêt de l'Égypte dans la région, dans la lutte contre le terrorisme, mais également les gros contrats. Est-ce que c'est ça, finalement? Oui, mais ça ne se réduit pas forcément à une configuration de nature strictement économique. C'est une situation extrêmement compliquée quand même. Parce qu'on se retrouve, les pays occidentaux se retrouvent assez désemparés avec les résultats des printemps arabes. Donc avec des situations très contrastées, mais quand même une explosion du monde arabe, pas seulement en Égypte, mais dans d'autres pays. Et le fait d'aller effectivement... D'abord, on n'a pas forcément des relations qu'avec des amis ou des alliés, ça n'a jamais été vrai. En revanche, il y a dans le cadre de l'Égypte un environnement particulier. Il y a une culture, c'est le pharaon. De toute façon, ça a toujours été un régime autocratique sur le plan historique, parce que l'Égypte est un vieux pays de 90 millions d'habitants, difficile à gouverner. Alors effectivement, là, depuis les contradictions inhérentes aux conséquences inabouties des printemps arabes, on se retrouve avec un régime autoritaire, plus autoritaire qu'il ne l'était probablement sous Moubarak, c'est incontestable. Mais il faut aussi voir la réalité sur le terrain, c'est-à-dire que la situation sécuritaire est beaucoup plus grave qu'elle n'était sous Moubarak. Il y a le trou noir sécuritaire du Sinaï, il y a des interrogations en termes de stabilité régionale qui sont très fortes avec la proximité de la Libye. Donc c'est évidemment, il ne s'agit pas du tout d'exonérer et de ne pas parler, mais j'imagine que le président a évoqué cette question, notamment l'affaire d'Éric Lang. Éric Lang, qui a été retrouvé, qui est mort, c'est ça, en prison, en détention, où il aurait été... C'est pas parce que c'est pas évoqué publiquement que ça n'est pas forcément évoqué en arrière-plan. Après, la question de l'efficacité, c'est très difficile à évaluer. Antoine Basbous, finalement, pourquoi... Ce qu'on a un peu du mal à comprendre, c'est que Sisi, aujourd'hui, on le soutient, et puis quelqu'un comme Bachar, finalement, au début de la révolution syrienne, on le lâche. Quels sont les critères, finalement, d'évaluation Bachar, c'est l'héritier d'une dictature héréditaire qui dure depuis 1970 et issue d'un coup d'État. Alors que Sisi, il était à la tête de l'armée, il était ministre de la Défense et il a renversé ou aidé à renverser le président Morsi, et puis il s'est fait réélire. Je voudrais revenir sur la qualité de la démocratie en Égypte. Il faut dire que dans un pays où 40% de la population ne sait ni lire ni écrire, donc les programmes électoraux, quand on leur présente, ça ne fait pas grand-chose. Quand un mufti peut dire quiconque voterait pour tel irait au paradis et quiconque voterait pour telle autre liste irait en enfer, et vous avez tout un village ou toute une tribu. Il y a aussi les paniers alimentaires.
c'était la spécialité du parti An-Nour, le parti salafiste. Donc la démocratie en Égypte ne parle pas vraiment comme une démocratie en Europe. Et d'ailleurs, le président Sisi le dit. Il dit « Nous ne sommes pas prêts pour la démocratie et il nous faudra au moins 20 ans ». Cela dit, eh bien, la pratique, la gouvernance du maréchal Sisi, jusque-là, a été un échec. Regardez Daesh dans le Sinaï. Et pourtant, le Nord Sinaï, c'est une zone isolée. Il n'y a que 200 000 habitants. Malgré cela, tous les jours, il y a des policiers et des soldats en nombre qui sont morts dans cette zone. Et rappelez-vous, à l'automne dernier, l'avion russe qui est tombé par une action de Daesh avec une infiltration à Sharm el-Sheikh à l'aéroport. Donc, Daesh a asséché le tourisme. Et non seulement il n'a pas été contenu dans le Sinaï, et il se développe, il va même jusqu'au Caire, jusqu'à Alexandrie. Donc de ce fait, c'est un échec. Les méthodes de Sisi n'ont pas résorbé le terrorisme. En revanche, il y a des alliés objectifs de ce régime qui se retrouvent aujourd'hui en prison et qui sont torturés. Il y a des gens, des dizaines de jeunes qui sont pris, qui sont enlevés. Leurs parents ne savent pas où ils se trouvent, dans quelle prison, pour quel chef d'accusation, et ils peuvent mourir sous la torture. Sans l'affaire de Giulio Regini, l'Italien, le jeune Italien qui est mort sous la torture. Et qu'on a retrouvé dans un fossé, hein, je crois. Oui, et là, on voit bien la main du régime. Quel service du régime? Je n'en sais rien, mais dès lors qu'il y a des étrangers qui sont pris, eh bien tout de suite, les plus hautes instances sont informées. Donc là, il y a une implication L'Italie, d'ailleurs, qui a réagi de manière plus ferme, hein, finalement, que la France, parce qu'elle a rappelé, elle, son ambassadeur au Caire, Jean-Paul Chagnolot. Alors que nous, finalement, on n'a pas grandement bougé. On pourrait avoir un débat sur la démocratie dans le monde arabe, en Égypte ou ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a toute série de paramètres compliqués. Mais en aucune manière, ça ne peut conduire à ce que nous ayons pas simplement un régime autoritaire. C'est un régime qui va aller très loin dans la répression. Et je lisais encore la presse il n'y a pas très longtemps qui montrait que les aveux de ces récents procès avaient été obtenus sous la torture. Donc je veux dire, on est très très loin. Et le rapport au terrorisme, il faudrait faire très attention. Bien entendu, nous sommes dans une situation terrible. Bien entendu, il y a du terrorisme. Mais il y a aussi des instrumentalisations par rapport à ça, multiples. Et je trouve que ce gouvernement l'en fait beaucoup. D'autant plus que cette politique, elle va forcément conduire à pousser davantage de radicaux dans la radicalité, si j'ose dire. On est une espèce on est dans une espèce de fuite en avant sécuritaire dont on voit très mal comment elle peut s'arrêter. Et ce qu'on voit aujourd'hui, nous sommes en 2016, je me souviens d'un débat ici même, en 2013, où il y avait des jeunes Égyptiens au lendemain du coup d'État de juillet 2013. C'est très intéressant parce que ces jeunes disaient, nous, on ne fait pas comme en France, on n'attend pas la fin d'un mandat, on a demandé à l'armée d'intervenir. Alors c'était très sympa, ces jeunes Égyptiens qui s'exprimaient comme ça, et on leur répondait, on disait quelques-uns lui répondent, mais à mon avis, c'est plutôt l'armée qui aura le dernier mot. Et on sentait bien dès ce moment-là, avec la déclaration des premiers officiels, notamment de certains ministres, à quel point on était dans la négation totale de toute opposition, de toute forme d'opposition, pas simplement les islamistes, mais aussi tous ceux qui, effectivement, à un moment donné, ont été les alliés. Donc je crains qu'on aille très loin dans ce tout sécuritaire. Alain Richard, en quoi l'Égypte est un partenaire important pour la France? Vous posez la question, mais la réponse est quand même assez évidente. C'est un pays qui a une importance géopolitique, qui est un pivot de toute la région. C'est le pays arabe le plus peuplé. C'est un pays qui, encore une fois, est un outil militaire. Et on n'a pas encore parlé des États-Unis. Les forces armées égyptiennes vivent sous perfusion des États-Unis depuis des dizaines d'années. Et quand on voit la situation d'aujourd'hui, on se dit, évidemment, c'est sans doute critiquable. Mais il vaut peut-être mieux qu'il y ait eu cette relation plutôt que de les laisser dans l'isolement complet. Et donc, c'est évidemment une évolution politique qui est inquiétante, mais au fond, dans beaucoup de secteurs de cette région, on se dit l'objectif, c'est la stabilité. Parce que, bien entendu, on préférerait tous des situations où la justice l'emporte. Mais le choix, il n'est pas entre la justice et la situation actuelle. La situation actuelle est bien pire. Mais la Syrie, par exemple, on a fait une erreur parce que justement, on aurait pu faire le choix finalement de cette doctrine française de la stabilité plus importante que la démocratie.
Oui, aujourd'hui, avec du recul, vous dites peut-être qu'on aurait dû soutenir Bachar el-Assad et peut-être pas le lâcher dès les premières heures de la révolution. Enfin, si vous voulez, je n'aime pas critiquer mes amis et la tâche du gouvernement et du président d'aujourd'hui n'est pas vraiment facile. Mais ce qui est clair, c'est qu'on est en train de rectifier le tir. C'est-à-dire que nous sommes en train, si nous voulons rester dans la confrontation des forces et dans une synthèse qui peut se produire à la suite de longues négociations à Genève, si on pose une exigence qui est la nôtre à nous tout seuls et que le rapport des forces n'y est pas, c'est comme si on ne comptait pas. Donc il est clair qu'aujourd'hui, la place de Bachar el-Assad dans l'équation et dans la négociation politique fondée sur des rapports de force, fondés uniquement sur la violence, on ne parle que de ça, de tous les côtés, et nous amène à considérer que l'éviction par la négociation internationale et les rapports de force de Bachar el-Assad n'est pas d'actualité. Antoine Basbous, vous direz réagir? Oui, concernant la Syrie, Bachar el-Assad a hérité d'un régime terroriste à l'intérieur, à l'échelle régionale et même à l'international. Il n'a pas de légitimité. Si Assad avait accepté de réformer, comme l'a fait le roi du Maroc, le roi de Jordanie ou encore le sultan d'Oman, il aurait pu rester peut-être en lâchant un peu de pouvoir aux autres. Mais il n'a pas choisi cette option. Il a choisi de militariser et d'islamiser la révolte. Donc la différence, on ne peut pas comparer Sisi à Bachar el-Assad. Sisi a une légitimité, il est issu de l'armée, il a été monté, parce que l'armée en Égypte, ça représente quand même 40% du PIB, ça représente, elle est présente dans toutes les familles. Les jeunes vont à la circonscription, l'armée, c'est le ciment de la nation. Antoine Basbous, la France a bien déroulé le tapis rouge à Bachar el-Assad quand même 6 mois auparavant. Et peut-être qu'ils auraient tenu le même discours qu'on tient aujourd'hui pour l'Égypte. Ça ne nous a pas dérangé 6 mois après de l'accueillir 6 mois auparavant, au 14 juillet. C'était une erreur. Et d'ailleurs, Sarkozy, qui l'avait reçu en grande pompe en 2008, il l'a sans doute regretté parce qu'il était le premier à se retourner contre lui en 2011. Mais est-ce que vous ne pensez pas demain, s'il se passe la même chose finalement pour le général Al-Sisi, s'il est demain à nouveau contesté dans la rue, que finalement la France se désengagera comme elle l'a fait, comme elle a lâché finalement Bachar? Est-ce qu'elle ne va pas perdre ses intérêts? Ce n'est pas comparable. Assad envoie les chars, les avions contre les civils, alors que Sisi, la répression en Égypte n'est pas semblable à celle qui est... Regardez, en Syrie, il y a déjà 300 000 morts. En Égypte, peut-être 3 000, 4 000, 5 000, 10 000. Mais aujourd'hui, il y a 300 000 morts aujourd'hui, 5 ans après. Ça n'a rien à voir. Il y a une guerre civile en Syrie. Il y a en Égypte un régime autoritaire fort qui réprime férocement. C'est pas comparable. C'était pas comparable quand même du temps de Bachar el-Assad. La répression était quand même pas la même. Je vous parle il y a 5 ans, 6 ans. Bachar a commencé par les chars et les avions contre la population civile. Allez, un mot, Jean-Paul Chagnolot, et on le rappel des titres. Un mot. Un mot, je crois simplement qu'on peut pas. Il faut distinguer entre. Je ne veux pas jouer les profs de sciences politiques, mais il faut distinguer un régime autoritaire et un régime totalitaire. Et en Syrie, nous sommes clairement depuis 40 ans dans un régime totalitaire, c'est-à-dire un régime qui va au sens d'Hannah Arendt, c'est-à-dire qui va aller très loin dans l'intrusion de l'espace privé et empêcher toute possibilité d'expression. Il y a une formule d'Hannah Arendt pour désigner un régime totalitaire qui est très intéressant. Le seul homme libre dans un régime totalitaire est celui qui dort. Ça en dit long sur la signification. Et c'est vrai qu'en Égypte, nous ne sommes pas encore dans un régime totalitaire, on ne sera sans doute pas pour plein de raisons. Donc ce sont deux systèmes différents, à mon avis. Allez, on fait le rappel des titres. David Rigoulet-Roux, je vous donne la parole après le rappel des titres. Et on se posera la question de l'influence aussi de la France dans la région. Est-ce qu'on compte encore aujourd'hui dans le dossier syrien la résolution, parce que je sais que ça vous tient à cœur, en tout cas Jean-Paul Chagnolot, la résolution du conflit, enfin vous n'êtes pas le seul, la résolution du conflit israélo-palestinien, la France propose une initiative. Est-ce que là encore, est-ce qu'elle se fait entendre, la France? Si on pouvait revenir sur la question de la notion de stabilité, c'est intéressant. On y reviendra. Allez, on a encore beaucoup de choses. C'est dans quelques minutes après le rappel des titres.